C'est bon? Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être là à cette assemblée ordinaire du Conseil de la MRC de Manicouagan en ce 8 juillet à 9 h du matin. C'est assez rare qu'on fait une rencontre du Conseil à 9 h du matin, mais il faut ce qu'il faut. À l'ordre du jour aujourd'hui, le premier point, c'est l'ouverture de la séance. Le deuxième, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le troisième, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. Au point 4, affaires courantes, 4.1, dépôt des rapports financiers et du vérificateur 2020 MRC. 4.2, dépôt des rapports financiers et du vérificateur 2020 TNO de la Rivière-aux-Outardes. Le point 4.3, demande de subvention, Centre de la petite enfance Magimuse. 4.4, Fontaine-Stock, Pointe-aux-Outardes, achat d'un afficheur de vitesse. 4.5, autorisation de signature, programme de soutien aux aéroports régionaux. Point 5, affaires nouvelles. Point 6, période de questions. Point 7, clôture de la séance. Aurait quelqu'un proposé l'adoption de l'ordre du jour? Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Normand. Affaires nouvelles fermées, M. Morin? Oui. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021. Comme tout le monde l'a lu, ça me prendra un proposeur pour l'adopter, à moins que vous ayez des questions sur le contenu du procès-verbal. On va proposer, M. Furlong. Merci, M. Grenier. Au point 4, affaires courantes, 4.1, dépôt des rapports financiers et du vérificateur 2020 MRC. Avant de proposer, de passer aux propositions pour adopter le rapport financier, j'inviterai Mme Gagnon à nous lire le communiqué de presse qui est prévu ce matin. Oui, c'est ça. Okay. Ah, tu vas déposer le rapport? Oui, il faut que je fasse la lecture du rapport de l'auditeur indépendant. Cette année, ça a été Mallette, la firme Mallette qui a effectué le rapport des états consolidés de la MRC, consolidé avec ID Manicouagan. Donc, la firme Mallette a effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité régionale de comté de Manicouagan, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À leur avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle à la situation financière consolidée de la MRC au 31 décembre 2020. Ils ont effectué leur audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui leur incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés du présent rapport. Ils sont indépendants de la MRC conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à leur audit des états financiers consolidés au Canada et sont acquittés des autres responsabilités déontologiques qui leur incombent selon ces règles. Ils estiment que les éléments probants qu'ils ont obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder leur opinion d'audit. Pour ce qui est de la responsabilité, la direction de la MRC est responsable de la gouvernance des états financiers consolidés, de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés. C'est de leur côté. De leur côté. Oui. Ce qui est du communiqué de presse pour la MRC. Bien que l'année 2020 fut marquée par la pandémie de COVID-19, la MRC de Manicouagan enregistre un surplus de 1 543 615 $. Les dépenses et affectations totalisent 6 263 952 sur des prévisions de 5 688 517. Les revenus, quant à eux, ont dépassé les estimations de 2 119 049. Cet écart provient à 88 % des redevances sur les ressources naturelles, lesquelles n'avaient pas été prévues au budget annuel puisque le montant était alors inconnu. Concernant l'application des programmes de la SHQ, un montant de 59 000 $ a été versé en subvention, soit une diminution de 50 % comparativement à 2019.
Dans le cadre de la gestion des terres publiques intramunicipales, les revenus totalisent 194 645 $. La location de terrains à des fins commerciales, résidentielles, industrielles, agricoles et de villégiature représente 84 % de ces revenus. Un montant excédentaire de 85 438 fut transféré au fonds de mise en valeur qui atteint maintenant 419 178 $. Pour ce qui est de la gestion foncière ainsi que de la gestion du sable et du gravier, les revenus totaux représentent 1 120 841. De ce montant, 562 571 ont été remis au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, représentant 50 % des encaissements relatifs aux baux et frais de gestion. Les dépenses et affectations, quant à elles, s'élèvent à 528 910, générant ainsi un surplus de 29 000 $. Ce montant fut transféré aux recettes reportées de la villégiature, dont le solde est de 582 945. Dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, 21 projets ont été déposés et 11 soutenus financièrement pour un montant total de 159 000. La MRC gère ce programme pour l'ensemble de la Côte-Nord, lequel comprend également les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Malgré la pandémie, plusieurs organismes ont bénéficié d'une contribution financière pour la tenue d'activités au cours de l'année 2020, et ce pour un montant totalisant 74 000 $. Cela inclut notamment des subventions de 25 000 chacune en faveur du Parc nature de Pointe-aux-Stades et de la Corporation de l'Église Saint-Amélie. Au chapitre du développement économique local et régional, plus de 1 215 000 ont été versés à aider Manicouagan. De ce montant, 355 735 ont été affectés pour la réalisation de projets dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants, volet rural, et 73 654 pour le volet urbain. Par le biais d'ententes sectorielles conclues avec divers ministères et organismes, 419 188 provenant du Fonds québécois d'initiative sociale et 82 800 de la Fondation André et Lucie Chagnon ont été confiés à aider Manicouagan. L'objectif principal étant de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, deux enjeux d'importance et d'avantage en période de pandémie. Ce sont 106 521 qui ont été alloués à des OBNL de la Manicouagan. La dette à long terme de la MRC s'élève à 2 510 560. Une partie de cette dette, soit 15 %, est à la charge de la gestion foncière du sable et du gravier, alors que 85 % concerne le Fonds local d'investissement, le Fonds local de solidarité et nouvellement le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Il n'y a donc aucune dette à long terme à la charge des municipalités de la MRC. Par le biais du FLI, du FLS et du POMP, 10 entreprises ont bénéficié de prêts totalisant 416 750. Le POMP vise à soutenir le fonds de roulement des PME afin qu'elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités affectées par la pandémie. La MRC de Manicouagan possède un fonds de roulement de 425 000 $ et 35 % est actuellement utilisé pour le financement d'immobilisation. Le solde disponible du dit fonds est de 276 405 au 31 décembre 2020. Pour l'exercice financier 2020, le surplus accumulé affecté est de 284 401 $ et le non affecté, avant consolidation de l'année 2020, se chiffre à 3 912 849. De ce montant, 55 % proviennent des redevances sur les ressources naturelles. Pour la MRC, donc, ça prendrait un proposeur pour adopter le rapport financier et vérificateur pour la MRC en 2020. Je vais le faire, M. Pion. Yves, merci. M. Bouffon. On passe maintenant au point 4.2 pour le TNO de la Rivière-du-Temps. Oui, je ne referai pas la lecture du rapport de l'auditeur indépendant puisque c'est la même information qu'à la MRC, mais pour le TNO, s'ajoute le rapport de l'auditeur sur le taux global de taxation réel. C'est encore la firme Mallette qui a effectué l'audit. Ils ont effectué l'audit de l'état
et d'établissement du taux global de taxation réel du territoire non organisé de la rivière aux Outardes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. À leur avis, l'État ci-joint a été préparé dans tous ses aspects significatifs conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre 18.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, pour le TNO, un surplus de 44 105 a été comptabilisé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Ce surplus provient principalement de la taxation complémentaire à la suite de la rénovation de bâtiments non résidentiels. Une appropriation du surplus accumulé non affecté de 23 000 $ pour l'achat de conteneurs supplémentaires pour la disposition des matières résiduelles et recyclables vient s'ajouter pour atteindre ce résultat. En 2020, la MRC a terminé la mise en place de ce service aux 3 endroits stratégiques suivants sur le TNO, soit le chemin C901, le chemin de la Toulnoustouk et à Manic 2 sur la route 389. Le coût de ce projet, réalisé dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, totalise 82 929 $. Le fonds de roulement du TNO est de 60 000 $ et est entièrement disponible et le surplus accumulé affecté s'établit à 58 340 $ au 31 décembre 2020 et le non affecté est de 239 293 $ au 31 décembre. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Imbeau. Donc, tel que mentionné, on va ouvrir la période de questions pour messieurs les journalistes pour ce qui a trait aux états financiers de l'année 2020. Oui, Marc-André. En somme, M. Furlong, la COVID-19 n'a pas trop affecté les finances de la MRC ni celles du TNO. En quoi on peut expliquer le phénomène? Le phénomène peut s'expliquer principalement parce que le dossier majeur là, qui était le plus dangereux pour l'organisation, c'était le dossier de l'aéroport. Vous vous souvenez, l'aéroport n'était pratiquement plus utilisé. Il fallait maintenir des services, mais il n'y avait plus de revenus qui étaient générés. Puis, heureusement, grâce aux démarches qui ont été faites, qu'on a faites auprès du MTQ, le MTQ nous a donné une subvention pour la partie, une subvention qui est subdivisée sur une période de 2 ans. Pour l'année 2020, ils nous ont octroyé, ou ils nous octroient un montant de 254 000 $ qui a été intégré au résultat. Donc, ça nous permet d'éponger le déficit qui était potentiel ou probable à l'aéroport. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, pour le reste de l'organisation au niveau de la MRC en tant que telle, on a eu au courant de l'année des diminutions de dépenses relativement importantes au niveau de la masse salariale. Parce que pour différentes raisons, le départ de certains employés qui n'ont pas été remplacés au même moment qu'ils partaient, si on veut. Fait qu'il y a eu des économies d'échelle, des économies faites à ces moments-là. Il y a eu des congés de maladie aussi. Fait qu'au niveau de la masse salariale, il y a quand même des montants relativement importants qui ont été économisés. Puis il y a d'autres dépenses aussi qui paraissent pas, mais personne ne se déplaçait. Donc, que ce soit les inspecteurs au service d'évaluation municipale, nous autres, la direction au niveau politique et au niveau administratif, il n'y a pas eu de sortie pour des congrès et autres. Donc, certaines dépenses ont été diminuées, ce qui a pu compenser pour les manques de revenus qui ont été créés par la pandémie. Juste une petite précision. À l'aéroport, depuis l'arrivée de PAL Airlines, on compte combien de comptoirs actuellement et quelles sont les compagnies présentes? Madame Fortin? Il y a Pascan Aviation, il y a Air Liaison, et il y a PAL depuis le 28 juin. Oui, 3, tout à fait. Ça va, merci pour ça. Donc, pour revenir à l'aéroport, Monsieur le Préfet, le manque à gagner en 2020 était de 131 000. Fait que si on n'avait pas eu le 250 000, on aurait pogné pas loin du 400 000. Là. C'est ça. C'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je comprends bien ça. Effectivement. Donc,
une année exceptionnelle qui ne se répétera vraisemblablement pas. En fait, je vais vous dire, mais franchement, ce qu'on vous a mentionné dans le communiqué de presse, c'est que les redevances sur les ressources naturelles, suite à l'entente quinquennale qui a été réalisée entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, il y a eu des montants importants d'octroyés pour les redevances sur les ressources naturelles. Ce n'était pas prévu au budget de 2020 parce qu'on n'avait pas d'idée c'est quoi qui allait être négocié comme entente finale. On est très heureux de ce résultat-là. Puis on s'attend à ce que ces revenus-là soient comment je dirais ça, maintenus ou récurrents au cours des prochaines années, au moins jusqu'en 2023-2024. Fait que ça va nous amener à réviser comment je vous dirais ça, l'usage de ces sources de revenus-là. Est-ce que la MRC a suffisamment de sources de revenus pour combler sa mission? Je vous dirais qu'actuellement, oui. Il ne faut pas s'en cacher. La situation financière de la MRC est excellente. Puis, ce qui est prévu à moyen terme, là, à court et à moyen terme, c'est que les services qu'on nous demande d'offrir à la population, les responsabilités qui nous sont déléguées par le gouvernement du Québec et par les différentes municipalités qui créent que constituent la MRC Manicouagan. Actuellement, il est prévu qu'on a suffisamment d'argent pour remplir nos obligations. Monsieur le préfet, je peux-tu rajouter juste un petit élément? Oui. Simplement dire qu'il y a un élément que je voulais juste indiquer qui est dans le communiqué, il n'y a donc aucune dette à long terme à la charge des municipalités de la MRC. Donc, non seulement la situation, comme monsieur le préfet l'expliquait, c'est aussi très positif pour les municipalités parce que la dette à long terme est sur des programmes, mais elle n'est pas à la charge des citoyens des municipalités membres de la MRC Manicouagan. Donc, c'est très positif. Fait que bravo là, à l'effort de l'équipe, bravo à tous ceux qui prennent les décisions pour s'assurer qu'on ait des budgets aussi intéressants à la MRC Manicouagan. C'est beau pour moi en ce qui concerne ce point-là. Merci. André. C'est bon? OK, parfait. Merci beaucoup. Madame Gagnon, bon, merci. On va maintenant passer au point 4.3. Demande de subvention au centre de la petite enfance Majumuse. Oui, donc, considérant que le manque de place en garderie est une problématique récurrente sur le territoire de la MRC de Manicouagan et que cette problématique a été considérablement accentuée depuis le début de la pandémie de la COVID-19, considérant les démarches entamées par le Centre de la petite enfance Majumuse pour l'aménagement d'un nouveau CPE dans un bâtiment de la ville de Bécomo qui permettra la création de 45 places en garderie, considérant que la création de nouvelles places en garderie permettra de favoriser le bien-être de la population manicouise par l'ajout d'une nouvelle option pour les jeunes familles qui peinent à trouver une place en garderie pour leurs enfants et aura, par le fait même, un impact socio-économique majeur en favorisant l'attraction et la rétention de travailleuses et de travailleurs dans la Manicouagan. Considérant la demande d'aide financière déposée par le Centre de la petite enfance Majumuse à la MRC, au montant de 100 000 $ pour son projet d'implantation d'une nouvelle installation au coût de 1 440 894 $. Considérant l'aide financière accordée à la MRC par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et la possibilité d'utiliser cette aide afin de combler des besoins liés aux impacts de la pandémie, alors il est proposé d'autoriser la directrice financière à verser la somme de 100 000 $ au Centre de la petite enfance Majumuse pour la réalisation de leur projet, et ce, à partir de l'aide financière accordée à la MRC par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, le tout conditionnellement à la confirmation des autres partenaires financiers. Quelqu'un veut proposer l'adoption? On va faire la proposition. Normand. Merci, M. Morin.
Point 4.4, Fontaine-au-Stock, Pointe-aux-Trembles. Considérant la résolution 2021-06-143 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes relative à l'achat d'un afficheur de vitesse afin de faciliter la sensibilisation des usagers de la route à la vitesse au volant, alors il est proposé que la directrice financière soit autorisée à verser un montant de 5 723 taxes en su à la municipalité de Pointe-aux-Outardes, à même l'enveloppe qui lui est réservée dans le fonds Toulouse-Toup relativement à son projet d'acquisition d'un afficheur de vitesse. On va faire la proposition. Merci, Yana. Point 4.5, autorisation de signature. Considérant le programme de soutien aux aéroports régionaux, le PSAR, mis en place par le ministre des Transports, dont l'objectif est de contribuer au maintien des activités des aéroports régionaux afin qu'ils puissent demeurer en activité en contexte de pandémie de COVID-19 et ainsi contribuer à accueillir le trafic aérien. Considérant que l'aide financière offerte correspond à la totalité des pertes de revenus subies et aux dépenses additionnelles engagées pour des raisons sanitaires liées à la pandémie durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022, jusqu'à concurrence du montant permettant l'atteinte de l'équilibre financier de l'administration aéroportuaire. Considérant que la demande financière déposée par la MRC de Manicouagan a été retenue en application du PSAR et la convention à intervenir entre les parties, alors il est proposé d'autoriser le préfet M. Furlong à signer pour et au nom de la MRC la convention d'aide financière à intervenir avec le ministre des Transports dans le cadre du programme de soutien aux aéroports régionaux. Proposeur. On va faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Aymon. Les affaires nouvelles sont fermées. On passe maintenant à la période de questions pour les autres sujets. J'aurais une question, mais ça s'adresserait au maire de Pointe-aux-Outardes, M. Julien Normand, s'il veut bien ouvrir son microphone. Vous m'entendrez? Bonjour. Oh, beau paysage derrière. Très concept. Monsieur Normand, vous procédez finalement à l'acquisition d'un indicateur, d'un afficheur de vitesse excessive. Est-ce que c'est parce que, malgré tous les efforts consentis par la municipalité depuis des années pour ralentir la vitesse sur la principale, le problème n'est pas encore réglé? Non, c'était déjà prévu il y a quelques années de faire l'acquisition de deux. C'était une question de budget à un moment donné, puis de volonté. Là. Alors, on a dit, puis d'autorisation du ministère des Transports de pouvoir les installer aux endroits où on voulait les installer. Alors, maintenant que tout est défini, on achète un deuxième parce que le territoire, il y a quand même 14 km de péninsule à surveiller. Là. Et c'est certain que dans l'optique des 20 000 voyages de camionnage qui se font présentement pour la recharge de plage, bien, on veut mettre un incitatif additionnel pour sensibiliser les gens à la vitesse. Le tourisme qui augmente énormément, puis tout ça. Alors, ça nous donne aussi des rapports journaliers et à l'heure de tous les passages qui se font dans les deux sens de la route, les vitesses moyennes et tout. Et ces rapports-là sont remis à la Sûreté du Québec pour qu'ils puissent faire des interventions ponctuelles à l'occasion. OK. Le premier afficheur est à l'entrée, je crois, lorsque la limite de vitesse baisse à 70, si je ne me trompe pas. Effectivement, on a 8 endroits d'identifier selon les saisons, selon les périodes où on doit mettre l'afficheur, les afficheurs. Et effectivement, on commence toujours au début du village pour passer le message. Et présentement, il a été relocalisé dans le secteur des Buissons. Il y en a un autre qui va être mis plus loin vers quand l'école est ouverte, il y en a un dans le secteur de 50 km de l'école et ainsi de suite. OK. Merci. Merci. Monsieur le Préfet, est-ce que vous me permettez un peu de répondre à M. Hallé par rapport aux afficheurs de vitesse? Oui. M. Hallé, les afficheurs de vitesse, nous autres aussi, on va en avoir deux. On en avait déjà un. Mais les autres municipalités aussi, si je ne me trompe pas, Franklin en a un et compagnie. Bon, là, c'est sûr que nous autres, le chemin là, qui part du carrefour giratoire à l'église, ça appartient au ministère des Transports. Pour l'instant, ils nous tolèrent, mais ce n'est pas vraiment légal de les mettre. Puis on pousse le gouvernement pour qu'il aille dans leur réglementation, puis qu'ils nous disent, oui, vous avez le droit de mettre les afficheurs de vitesse.
Je vous dis, c'est un outil extrêmement merveilleux. Ça fait ralentir le monde, c'est incroyable. Pour le prix, oui, il y en a qui vont peut-être trouver ça cher autour de 6 000 $, là, mais ça sauve des vies. C'est incroyable, là, le bel outil. Il faudrait que le ministère des Transports active un petit peu, par exemple, pour le mettre légal sur le bord de leur route à eux autres, sur notre territoire. Je pense que Franklin, vous avez le même problème, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, on vit une petite problématique avec ça, les positions où ils sont mis, puis honnêtement, on est même pas légal présentement, mais on nous tolère, simplement. Mais c'est pas légiféré encore, hein, les limiteurs de vitesse, il ne faut pas oublier. D'accord. C'est un phénomène qui se multiplie au Québec, finalement. On voit ça dans les quartiers résidentiels des grandes villes aussi. Mais comme surtout Franklin, il s'agit de la 138, j'imagine que c'est là que c'est problématique. Même à l'intérieur des villages, vous avez vos limites par rapport à ce qui appartient au ministère des Transports. C'est ça? Exact. Exact. Mais comme M. Morin disait, on voit une différence énorme. Quand les afficheurs de vitesse sont en place, ça fait vraiment la différence. Fait qu'on espère que le ministère des Transports va le comprendre et qu'il va alléger un peu ces normes de ce côté-là. En fait, il ne faut pas oublier que l'afficheur de vitesse, ce n'est pas de la coercition, ce n'est pas la sécurité publique, ce n'est pas les policiers là, qui représentent un danger de donner des contraventions. Fait que c'est plus un aide-mémoire aux utilisateurs de la route en leur disant partagez la route, roulez moins vite. Il y a des citoyens, il y a des enfants qui peuvent. Fait que c'est pas un incitatif aux utilisateurs de la route de ralentir. Puis ce que les maires qui viennent de parler nous confirment, c'est que ça fonctionne. Puis c'est 24 heures sur 24, c'est fonctionnel. Ça fait qu'un policier, il est là durant un laps de temps limité. Puis fait que je pense que ça a son utilité. Là. Puis, d'ailleurs, excusez, M. le Préfet, d'ailleurs, on donne le nom de radar pédagogique. Alors, la pédagogie, ça aide à apprendre aux gens à se comporter courtois sur ces routes-là. Si vous le permettez, M. le Préfet, peut-être j'aimerais lancer la question encore, tant qu'à être dans le sujet. Les radars pédagogiques, justement, là, on parle de Franklin, Pointe-le-Bel, Pointe-aux-Outardes. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Pointe-le-Bel, j'ai bien compris, vous en avez 2, hein? Est-ce qu'ils sont loués ou ils sont achetés? Ils sont achetés. OK. Ils sont achetés. Puis nous, ce qu'on fait, comme probablement à Pointe-aux-Outardes, c'est qu'on met des supports après les poteaux. Puis on a juste à prendre le panneau puis le changer de place. Ouais. Au début de l'entrée scolaire, on va le mettre pas loin de l'école. La grosse période de camping, on va le mettre pas loin du camping. Les places qui sont problématiques, parce que chaque période de l'année a sa problématique dans un secteur X. Fait qu'on le change en fonction de ça. Nous, à Pointe-aux-Outardes, Marc-André, on a un d'acheté. On attend l'autorisation du ministère, vu que c'est à 138. C'est compliqué, c'est à 138. Là. Fait qu'on attend, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus pour avoir la permission. Là, il est acheté tout, il est dans la boîte, puis on attend d'avoir l'autorisation pour le poser. Aïe, aïe, aïe. Puis à Ragno, est-ce que la problématique se présente aussi ou à Godbout? Je pense que c'est un petit peu moins applicable à Godbout, étant donné que c'est vrai. sont à l'extérieur de 138, là, mais à Ragno, M. Imbeau. Non, moi, j'en ai pas là, présentement, là, mais on vit la même chose. C'est sûr que ça circule vite, mais c'est principalement, moi, mettons, le village. La zone des 70, c'est le maximum, là, dans la zone plus concentrée du village. Puis le reste, c'est de la zone de 90. Mais c'est sûr que ça serait utile, mais présentement, on n'en a pas. OK. Puis enfin, peut-être à Baie-Trinité, comme c'est une zone de 50, peut-être les gens sont moins portés à ralentir, je ne sais pas. Est-ce que là-bas… Non. 50 km ici, ça n'existe pas. Ah. Autres, ça rentre plusieurs reprises. Quand les SQ fait du radar, à plusieurs reprises, souvent, je jase avec eux autres. Puis je dis, regarde, celui-là, il s'en vient, il doit être aux alentours de 110, 120. Non, c'est l'effet de la courbe qui donne. Je dis, non, sort ton radar, puis justement, il épargne à sa vitesse-là.
Mais vois-tu, nous autres, on va avoir une réflexion complète de l'entrée à la sortie du village par le MTQ d'ici normalement 2022-2023. Suite à ça, il va y avoir c'est pas un carrefour giratoire, mais ça te force à ralentir pour baisser ta vitesse en rentrant à 50-60 km/h dans le village. Fait que, puis nous autres, notre écran de vitesse, le MTQ nous a demandé de l'ôter parce que pour eux autres, qui étaient... autrement, il fallait payer un permis d'installation vu qu'il touchait sur la 138. Puis encore là, c'était même pas sûr. Fait que c'était aux alentours de 300-400 $ qu'il fallait payer par année. Fait qu'on a décidé de l'ôter, puis on fait de la pression, nous autres, avec les SQ qui sont plus souvent ici, puis qui font beaucoup plus de radars dans le village. OK. Au moins, il y a ça qui compense. Oui. Merci. C'est beau, M. Allais. C'est beau, M. Paradis. Oui, ça va, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça prendrait une résolution, une proposition pour fermer l'Assemblée. Je propose la fermeture de l'Assemblée, M. le Président. Merci beaucoup. Fait que, merci à tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances en juillet et d'ici la mi-août. Bonne saison estivale, tout le monde. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances, Okay. tout le monde. Salut. Bonne journée, tout le monde. Merci, bonne journée.